Quentin Perrier. Donc, Quentin a travaillé à l'évaluation des contributions nationales qu'a un peu présenté Roland. Donc, il va peut-être nous en parler. Il a aussi coordonné la relecture du rapport 1,5 degré, donc il était de l'autre côté finalement par rapport à Roland qui était du côté de l'écriture, et travaille maintenant à I4C, donc qui est l'Institut pour l'économie du climat à Paris. Bonjour. Alors je viens ici avec une formation un peu différente puisque je ne suis pas climatologue, je suis économiste. Et je pense que c'est important parce que, comme ça a été souligné, le rapport 1.5 est un rapport transverse où on a fait dialoguer des gens de toutes disciplines, et notamment des climatologues et des économistes. Alors on parle beaucoup du rapport 1.5. Entre nous, comme c'est le Summary for Policymakers, le résumé pour décideurs, on dit SPM 1.5. On prend rarement le temps de regarder le titre complet, mais je pense qu'il est important parce qu'il présente vraiment les deux grands blocs du rapport que j'ai encadré ici. On voit que c'est un rapport spécial qui va présenter les impacts, et ça c'est ce qui vous avait été résumé, c'est-à-dire quels sont les impacts sur les écosystèmes, quelles sont les conséquences d'un réchauffement de 1,5 degré. Et pour le dire très rapidement, en fait ils sont beaucoup plus importants à 2 degrés qu'à 1,5 degré, c'était un message fort de ce rapport. Et il y a un deuxième grand volet qui est de présenter les trajectoires d'émissions pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et là, on parle vraiment de changements socio-économiques pour atteindre 1,5 degré. Et c'est cette partie que je voudrais vous présenter maintenant. Alors, avant de vous présenter les résultats de nos modèles, je vais quand même vous donner une intuition de ce que représentent nos modèles. Parce que pour étudier le changement climatique, en fait, on utilise de nombreux modèles de climat. Pour étudier les changements socio-économiques, on utilise des modèles complètement différents, des modèles socio-économiques. Alors, dans le jargon, on parle d'IAM pour Integrated Assessment Models, ou on peut dire en bon français des modèles intégrés, qui peuvent avoir l'air de boîtes noires depuis l'extérieur, mais qui en fait sont assez compréhensibles. Et je prends le pari de vous les expliquer. En gros, dans ces modèles, on essaye d'avoir un périmètre assez exhaustif. On va représenter le plus de secteurs possible, donc le secteur des transports, comment les gens se comportent, quel type de véhicules ils prennent. On va représenter le secteur des logements, comment les gens se chauffent, etc. L'agriculture, comment ils mangent. On va représenter, si possible, l'échelle mondiale, puisque là, on voit que c'est un rapport à l'échelle mondiale. Ce qui pose des questions d'articulation à l'échelle des territoires, d'ailleurs, vu que c'est le thème de cette journée. Et donc, dans ces modèles, on va mettre beaucoup de paramètres d'entrée, le coût des technologies, la population, etc. La croissance économique qu'on prévoit. Et on va mettre une contrainte, parce que si on ne met pas de contrainte, le modèle dit qu'on continue comme avant, on continue à émettre autant. Là, on va mettre une contrainte qui est respecter le budget carbone, donc soit 580 gigatonnes de CO2 si on va avoir une chance sur deux d'atteindre 1,5 degré, soit 420 gigatonnes de CO2 si on va avoir 2 chances sur 3 d'atteindre 1,5 degré. Alors, pour le représenter de façon un peu plus concrète, vous voyez à gauche le genre d'entrée qu'on peut mettre dans un modèle. La démographie prévue, la productivité du travail, très important, le coût des technologies, combien coûte une centrale au gaz, une éolienne, une voiture électrique, ce genre de choses. Les réserves de combustibles fossiles, à quel point on a assez de pétrole, assez de gaz, et à quel coût on peut l'extraire. On peut faire des hypothèses sur l'efficacité énergétique ou sur le style de vie. Est-ce que les gens vont continuer à consommer autant de viande? Parce qu'on peut mettre des signaux prix, mais on voit aussi qu'il y a des questions culturelles derrière. À quel point les gens veulent tous partir en vacances loin l'été, ce genre de choses. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut rentrer dans nos modèles socio-économiques. Et par-dessus ça, on applique une contrainte de budget carbone. Alors un modèle socio-économique, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être soit on a les émissions directement et on applique cette contrainte, soit on utilise des leviers comme le prix du carbone ou comme des hypothèses un peu exogènes sur l'efficacité énergétique. Mais en tout cas, il y a vraiment cette contrainte qui s'applique et qui va forcer le modèle à trouver des solutions à moindre coût, parce qu'on est des économistes et voilà, c'est ce qu'on cherche. Et en sortie du modèle, vous avez les technologies qui sont installées, à quel point il faut faire des véhicules électriques, à quelle vitesse on veut installer des éoliennes ou des centrales nucléaires. Vous avez les effets sur l'économie, il y a peut-être des secteurs qui vont régresser, des secteurs qui vont progresser. Vous pouvez avoir des impacts sur le PIB, positifs ou négatifs, selon la façon dont c'est fait. Et vous avez les émissions de CO2 qui respectent la contrainte. Donc voilà, en gros, le genre d'outils qu'on manipule pour aboutir au résultat que je vais vous présenter.
Alors, et encore une dernière chose avant d'arriver au résultat, je voudrais vous présenter deux concepts qui vous aideront à comprendre le graphique. Quand on parle d'émissions, il faut faire très attention à ce qu'on parle d'émissions nettes ou d'émissions brutes. Et en fait, très souvent, on parle implicitement d'émissions nettes. Et c'est d'ailleurs l'accord de Paris, hein, dans son article 4, dit les parties visent à atteindre le plus rapidement un pic d'émissions. Donc, c'est le concept que vous voyez là. Voilà, le pic, ça c'est assez simple. Et à atteindre un équilibre entre les émissions par les sources et les absorptions par les puits. Donc ça, c'est le jargon. Autrement dit, zéro émission nette. Et vous voyez que ça peut faire une forte différence, puisque là, en rouge, nous avons les émissions brutes, parce qu'en gros, on sait que certains secteurs vont avoir beaucoup de mal à arriver à zéro émission dans l'industrie. Les avions sans pétrole, aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Ce qui veut dire qu'il va falloir absorber des émissions. Par exemple, planter plus d'arbres, ce genre de choses, pour arriver à zéro émission nette. Et ensuite, les trajectoires, aujourd'hui, vu que la contrainte est quand même extrêmement forte, hein, je pense qu'on l'a tous compris, il y a deux grands types de trajectoires. Il y a les trajectoires qui ne dépassent jamais la température et le budget carbone qu'on leur a de 420 ou 580. Et il y a des trajectoires qui disent, non, à court terme, on n'arrive pas à réduire assez vite. Donc on dépasse provisoirement, mais après, on va faire encore plus d'émissions négatives, d'absorption. C'est-à-dire qu'on va planter beaucoup plus d'arbres pour récupérer du CO2 qui était dans l'atmosphère et faire ainsi baisser la température, pour le dire rapidement, ou rester dans le budget carbone après l'avoir dépassé. Et donc, on a en gros des trajectoires sans dépassement, on dit parfois overshoot, et des trajectoires, ce que vous voyez à droite, avec dépassement, avec overshoot, ce qui veut dire qu'on monte plus haut et qu'après on descend plus bas. C'est quand même assez différent. Alors on vous a présenté le grand résultat côté impact, qui est 1,5 à 1,5 degrés, on a beaucoup moins d'impact. Moi, je voudrais vous présenter ce qui est, je pense, le résultat phare du côté économie, et c'est ce graphique. Ce graphique, sur la gauche, vous montre les émissions de CO2 de 2010 jusqu'à la fin du siècle 2100. Et donc, c'est les émissions optimales qu'il faudrait pour atteindre la contrainte de 1,5 degré à moindre coût. Donc, c'est la bonne façon d'y arriver. Si vous voyez cette enveloppe bleue, en fait, cette enveloppe bleue représente le résultat de nombreux travaux de modélisation. En fait, ça représente 90 scénarios qui ont été modélisés et qui apparaissent. Ces enveloppes, cette enveloppe, enfin, un peu moins de 90. Et donc vous voyez qu'en fait, on a des émissions historiques de 2010 à 2020, et qu'ensuite, ces émissions décroissent très fortement, et qu'elles vont même être un peu négatives à la fin, parce qu'on voit qu'on commence à avoir vraiment du mal à atteindre 1,5 degré sans faire des émissions négatives. Alors, je vous ai donné la grande tendance, une décroissance forte. Mais en fait, si on regarde plus précisément, on voit deux résultats un peu chiffrés apparaître. Le premier, c'est que quasiment tous les scénarios atteignent zéro émission nette de CO2, zéro émission de CO2 en 2050. C'est ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050. Donc vous voyez, c'est un résultat extrêmement fort. L'accord de Paris disait, nous visons en gros la neutralité tout gaz à effet de serre pour la deuxième moitié du siècle. Ce rapport est venu préciser, pour le CO2, il faudra atteindre la neutralité en 2050. Et le deuxième résultat fort, à plus court terme, parce que voilà, 2050, ça commence à se rapprocher, mais ça reste un horizon de temps assez lointain d'un point de vue politique et même d'un point de vue d'infrastructure. À plus court terme, on voit, en 2030, si vous regardez ici, vous voyez que le niveau d'émission, en fait, est à peu près divisé par 2 par rapport aux émissions actuelles. C'est-à-dire que les trajectoires optimales nous disent qu'il faudrait diviser par 2 les émissions d'ici 10 ans. De résultats donc très forts qui permettent, je pense, d'ancrer l'action. Et ensuite, alors je vous ai présenté ici les émissions de CO2, mais vous savez qu'il y a d'autres gaz à effet de serre. Il y a le méthane, très connu, qui lui aussi, dans les trajectoires optimales, décroît. Donc c'est-à-dire qu'il faut travailler sur les émissions de méthane, notamment côté usage des sols, agriculture. Il faut travailler sur la question du carbone suie, donc des particules fines, des aérosols qui sont émis, qui durent un peu moins longtemps, mais qui ont aussi un rôle à jouer. Et l'oxyde nitreux, qu'on appelle aussi le protoxyde d'azote, qui a un pouvoir de réchauffement 300 fois supérieur à celui du CO2. Donc voilà, des choses à faire sur tous ces gaz, mais notamment sur le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre que nous émettons, avec une durée de vie extrêmement longue. Alors sur ce graphique, vous voyez peut-être que dans la zone... Alors, je vous ai beaucoup parlé de la zone de l'enveloppe bleue.
ça représente en fait les trajectoires qui n'ont pas de dépassement ou un dépassement relativement faible. Et l'enveloppe grise un peu cachée que vous voyez derrière, ça représente les trajectoires qui ont un dépassement plus important, c'est-à-dire quand on dit faible, c'est 1,6 degré ou moins, et dépassement fort, c'est plus de 1,6 degré avant de redescendre, qui donc montent plus haut et redescendent plus fortes. Et elles sont séparées parce que ça pose des questions un peu différentes, comme on va le voir. Vous voyez aussi apparaître 4 lignes peut-être au sein de l'enveloppe bleue, qui sont 4 trajectoires qui ont été choisies, car elles étaient représentatives de l'éventail des possibles. Et maintenant, je vais vous en dire un peu plus sur ces 4 trajectoires. Alors, elles ont été appelées P1, P2, P3, P4, par facilité. Vous voyez en bleu les émissions nettes, pour chacune de ces trajectoires, donc qui va, encore une fois, de 2010 à 2100. Vous voyez les émissions de l'industrie fossile en gris, de l'agriculture et de la forêt en marron, et tout ce qu'on appelle BECS, bioénergie avec CCS, en jaune. Alors, à gauche, vous voyez une trajectoire où on décroît assez rapidement, hein. Donc c'est des trajectoires où en fait on fait très rapidement des économies d'énergie et on émet moins. Et à droite, c'est plutôt des trajectoires où on continue à émettre, et après on se rattrape en faisant beaucoup de BECS. Alors pour préciser qu'est-ce que c'est des BECS, en gros c'est vous faites pousser des cultures qui vont en poussant capter du CO2, hein. Voilà, les plantes captent du CO2 en poussant. Après vous les brûlez dans des centrales pour faire de l'énergie, de l'électricité par exemple, et vous récupérez les émissions de CO2 à la sortie des centrales que vous allez enfouir sous terre. Donc c'est vraiment la conjonction de deux choses, beaucoup de culture énergétique et beaucoup de captage et stockage du CO2, CCS. Alors si on regarde grosso modo les arbitrages qu'on peut avoir, d'un côté on peut essayer soit de réduire très fortement les émissions, on n'a pas de dépassement et on recourt assez peu au BECS, soit on prolonge un peu plus les tendances actuelles, et après par contre il faudra redoubler d'efforts à long terme, on repousse un peu l'effort et on se repose sur les BECS. Et ça pose une vraie question. Ça pose une énorme question parce que le CCS, ça fait très longtemps qu'on en parle et on ne voit pas aujourd'hui beaucoup de projets émerger. Il y a des contraintes parce que ça coûte cher, il y a des contraintes parce qu'il faut trouver des sous-sols qui ne vont pas relâcher le CO2, parce qu'il faut avoir l'usine assez proche d'un endroit où on peut enfouir le CO2, donc beaucoup de contraintes. Et les BECS, bioénergie avec CCS, posent une deuxième contrainte sur l'utilisation des sols. Est-ce qu'on va avoir assez de sols pour nourrir 10 milliards d'habitants et pour en plus faire de l'énergie dans un monde donc plus peuplé et aussi plus chaud où il va y avoir de fortes contraintes en eau. Donc le BECS, c'est quand même un pari extrêmement fort sur les générations futures. Et il y a de forts doutes qui sont exprimés dans le rapport sur la possibilité d'atteindre des niveaux de BECS tels que P4. En gros, pour résumer les grands leviers d'action, voilà, là je vous ai donné des trajectoires. Si vous devez retenir une chose des grands leviers d'action à l'échelle mondiale, retenez cet acronyme EDEN. Le premier levier, alors c'est pas dans le rapport, c'est mon interprétation personnelle, mais pour vous aider en 5 minutes à comprendre un résumé de beaucoup de pages. Le premier, le plus important, ce sont les économies d'énergie. Alors c'est à la fois les questions d'efficacité énergétique et de sobriété. Le deuxième, ça va être la décarbonation des usages. Avoir une électricité décarbonée, avoir du fuel dans nos transports qui soit décarboné, donc ça peut être de l'hydrogène, des biocarburants. Le troisième grand levier, c'est l'électrification. On voit bien que comme on a une électricité décarbonée, on va pouvoir électrifier beaucoup d'usages, qui aujourd'hui utilisaient du pétrole et du gaz. Le chauffage, typiquement, on pourrait utiliser du chauffage à électricité. Et le quatrième grand levier, c'est ce que j'ai appelé les émissions négatives, avec notamment la question des BECS, mais aussi tout ce qui est reforestation, afforestation. Non. Planter des forêts là où il y en avait, planter des forêts là où il n'y en a jamais eu, c'est des choses à faire. Un message du rapport que je trouve aussi intéressant, c'est la question des investissements. Et d'ailleurs, l'article 2 de l'accord de Paris mentionne le fait qu'il faut réduire nos émissions pour atteindre 2 degrés, si possible 1,5. Et il mentionne aussi qu'il faut rediriger les investissements. Ça, c'était dès l'article 2 de l'accord de Paris, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le rapport spécial du GIEC. Si on regarde en termes de volume ce que ça représente, voici, c'est un article qui est beaucoup cité dans le rapport spécial du GIEC, je pense que c'est l'article le plus cité du rapport, le plus grand nombre de fois. Il montre que les investissements doivent augmenter de 2,5 milliers de milliards à 3,3 milliers de milliards. Donc, des sommes qui peuvent paraître importantes, mais vous voyez qu'en augmentation, c'est de l'ordre de 30%, et on parle que des investissements dans l'énergie. Donc en fait, rapporté à l'échelle mondiale, l'augmentation des investissements n'est pas si importante pour atteindre des scénarios de type 1.5. Ce qui est très important, c'est de rediriger ces investissements. Vous voyez que dans des scénarios type politique actuelle, qui sont indiqués en bleu ou NDC en bleu foncé,
finalement, la part des investissements qui vont vers des projets bas carbone reste assez stable, alors que cette part des investissements vers des projets bas carbone augmente beaucoup dans les scénarios type 1.5 ou 2 degrés. Donc voilà, un enjeu clé, c'est rediriger nos flux financiers et nos investissements. Alors, vu que le temps file, je voudrais mettre en perspective un peu tous ces résultats que je vous ai donnés. Je vous ai montré les scénarios socio-économiques qui permettraient d'atteindre 1,5 degré. Maintenant, la question, c'est où en sommes-nous? Roland a mentionné les contributions nationales qui ont été déposées par les pays lors de la COP 21 en 2015. Tous les pays sont venus avec leurs propositions sur leur effort national. Si on somme ces efforts nationaux, voici ce qu'il faudrait faire. Si on somme ces efforts nationaux, voici où on serait en 2030. Je vous ai dit qu'en 2030, il faudrait diviser par 2 les émissions. Aujourd'hui, les contributions nationales ne s'orientent pas dans cette direction, elles s'orientent plutôt vers une stabilisation ou une légère baisse des émissions de CO2. Vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans la fourchette étudiée. Et d'ailleurs, le rapport dit très clairement, aujourd'hui, les contributions nationales nous engagent vers une trajectoire de 3 degrés. Et Roland a présenté des estimations faites par qui ont été faites un peu avant l'accord de Paris et qui vont dans le même sens en fait. Et un autre grand rapport fait par les Nations Unies, je pense assez consensuel, montre, qui a été fait plus récemment, c'est un rapport qui est publié chaque année qui s'appelle The Emission Gap Report. Donc en français, le fossé d'émissions entre ce qu'on vise et ce vers quoi on va. Vous voyez, alors, en gris, un No Policy Baseline, c'est si on n'avait jamais fait d'effort. C'est pas le plus pertinent. Le plus pertinent, on a le Current Policy Scenario, une courbe bleue qui monte. Puis vous voyez les NDC, c'est l'acronyme anglais pour les contributions nationales, qui nous situe, c'est ce que je vous disais, sur une relative stabilisation des émissions. Et vous voyez l'écart avec ce qu'il faudrait pour atteindre 2 degrés. Et vous voyez l'écart énorme avec ce qu'il faudrait pour atteindre 1,5 degré. Non seulement un écart, mais une différence de direction vraiment. Donc un écart en fait qui s'accroît chaque année. Et aujourd'hui, la différence en 2030, on voit qu'on a un fossé d'émissions entre ce qui est annoncé et ce qu'il faudrait de l'ordre de 30 gigatonnes de CO2, alors que les émissions sont de l'ordre aujourd'hui de 55 gigatonnes de CO2, d'après ce graphique, un peu moins de 55. Donc vous voyez que c'est quand même un revirement massif. Donc je vous laisse sur cette note d'optimisme pour la suite des échanges.